À la une ce soir, le golfe des Trois-Îlets, 18 trous semés d'embûches, le terrain est mal entretenu, il se dégrade à vue d'œil. Les golfeurs se plaignent, vous les entendrez dès le début de ce journal. Les touristes en mal d'activité le dimanche à Fort-de-France, restaurants, magasins sont fermés, alors qu'un bateau de croisière a accosté ce matin à la Pointe-Simon. Nous ferons le point. Commander un taxi via une application mobile, c'est maintenant possible en Martinique. 972 Taxi a été lancé ce matin par les professionnels. Nous l'avons testé pour vous. Et puis, il sera question de sport comme tous les dimanches avec ce soir du handball avec la Super Coupe. Hier soir, l'Arsenal du Robert s'est incliné face à Morne-à-l'Eau lors d'un match très serré. Résumé du match à suivre en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. 63 hectares laissés à l'abandon, le golfe territorial des Trois-Îlets souffre toujours d'un manque d'entretien. C'est l'image touristique de la Martinique qui est en jeu. La CTM promet des réparations au plus vite. Le seul terrain de golf de la région est difficilement praticable. Le reportage de Sandrine Claude. 3 mois que Fabrice s'essaie au golf. Bien que débutant, ce passionné estime que les conditions pour une bonne pratique ne sont pas réunies. C'est vraiment un site d'entraînement, donc on a besoin de taper et de ne pas se soucier forcément à récupérer ses balles. Là, il faut le faire parce que l'appareillage, alors je crois, existe, mais n'est pas utilisé. Il faut acheter suffisamment de balles pour pouvoir taper régulièrement et après les chercher. Donc comme l'herbe n'est pas forcément régulière partout, il y a des trous, c'est problématique. Des contraintes qui, au fil des mois, ont fini par en dissuader beaucoup. Pour ce professeur qui exerce depuis 30 ans sur le site, le constat est sans appel. Depuis 2015, il y a moins de monde. C'est-à-dire que ça a chuté plus de 90%. Parce qu'en fait, déjà, on avait une école de golf qui fonctionnait avec 100 gamins. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école de golf. Par contre, j'ai continué à fonctionner avec les gamins. Eh bien, j'ai à peu près 10 gamins. Donc vous voyez la différence déjà. Donc il y a un trou parce que les gamins, de faire jouer sur un terrain comme ça ne les intéresse pas. Ils font du rugby, ils font du tennis, ils font autre chose. Pour constater l'état du site, nous embarquons avec un habitué du parcours, le président de la Ligue de golf. Le problème, c'est que si on envoie la balle dans cette zone marron, eh ben, on ne peut plus jouer. On dirait du bitume, alors que théoriquement, ça doit être vert et coupé tout à fait ras. Greens détériorés, installations délabrées. Pour rappel, la collectivité territoriale est en charge du site depuis janvier 2016. Sa gestion est aujourd'hui remise en cause. Le président de la Ligue déplore une activité professionnelle à l'arrêt. On avait, il y a 2 ans, 690, pratiquement 700 licenciés. Aujourd'hui, on est à peine à 350. En 15 mois, on a perdu plus de la moitié des effectifs. On avait une école de golf de 80 personnes, 100 personnes. On a une école de golf avec 0 personne. Il y a des responsabilités qui sont partagées. Le golf, depuis longtemps, aurait dû refaire les travaux de rénovation qui s'imposaient. Mais il se trouve que depuis 2 ans que la CTM en a en charge, en a la responsabilité, les choses n'avancent plus. Dans une interview accordée en octobre dernier à France Antilles, le responsable du golf se voulait rassurant. Philippe Barclay a affirmé que les travaux débuteraient début 2018 pour un montant de 5 millions d'euros. De leur côté, les professionnels du golf réclament que le site soit repris dans le cadre d'une délégation de service public. Tourisme à présent avec cette problématique qui revient à chaque début de saison. Quelles activités pour les touristes au centre-ville de Fort-de-France le dimanche? La plupart des magasins sont fermés, tout comme les restaurants et les croisiéristes s'ennuient. Illustration avec ce reportage signé Guillaume Bacoul. Un centre-ville désert et silencieux, et des touristes en errance à la recherche d'une activité. Bienvenue à Fort-de-France le dimanche. Pour les quelques passagers de ce bateau mouillant à la Pointe-Simon, la petite promenade a souvent tourné court. Fort-de-France, c'est bien beau, mais voilà, il n'y a rien à faire. Peut-être qu'on aurait fait un peu plus de shopping si c'était ouvert, parce qu'on aime bien découvrir les créations locales. Donc ça, c'est vrai que ça nous manque, mais je suppose que les lois françaises sont peut-être un peu sévères pour ouvrir les magasins. Oui, c'est comme ça, mais ce n'était pas catastrophique. Nous avons marché dans le centre-ville et la seule activité que nous ayons trouvée est la visite de l'église, magnifique au demeurant. Mais bon, si vous voulez avoir un centre-ville touristique, il y a certaines choses à faire. Avoir les magasins ouverts, permettre aux gens de venir
et d'avoir des cafés et des bars ouverts. Sinon, cela n'a aucun sens d'accueillir des bateaux de croisière le dimanche. Il est vrai qu'il est difficile de trouver un bar ou un restaurant ouvert pour accueillir les visiteurs du jour. Et il en va de même pour les excursions ou les stands d'information. Ce matin, seuls 2 taxis avaient fait le déplacement, avec les traditionnels services de navettes à vélo. Il faut dire qu'aujourd'hui, les visiteurs ne seraient pas très nombreux. Nous, on propose un service de navette sur le quai, mais je pense que bon, il y aura 2-3 touristes qui vont venir visiter Fort-de-France, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un dimanche, l'activité est plutôt calme. D'autant plus qu'on a un navire qui n'est pas une capacité trop importante. Mais je pense qu'il y aura des gens qui vont venir sur Fort-de-France pour visiter un peu ce qu'il y a. Du coup, beaucoup de touristes ont décidé de prendre la navette direction les Trois-Îlets. La ville reçoit aujourd'hui pour la première fois son bateau de croisière, un spot de plus qui à terme menacerait directement la réception des bateaux à Fort-de-France, selon Gaston, taxi depuis 40 ans. Not even a restaurant, you can have a restaurant this side. You can be a tourist, regardez la ville là, rendre compte, toute bagaille fermée en ville. Les touristes là qui vous allez manger à côté, hein, ils sont obligés de prendre d'être là puis monter Trois-Îlets à y manger. Puisque tout partout Fort-de-France fermé. De l'autre côté, si vous avez trouvé tout ça qui n'y, vous avez trouvé magasin ouvert. Il y a trouvé toute qualité modèle restaurant, il y a toute qualité modèle restaurant de l'autre côté. Nous avons amené ces bateaux ici, qui choisi Trois-Îlets. Après le marin et sa quinzaine de bateaux annoncés pour la saison, voilà maintenant les Trois-Îlets et leurs 52 navires. La ville capitale va devoir sortir de sa torpeur pour attirer et satisfaire les croisiéristes. C'est une petite révolution pour les taxis de Martinique. Ils sont maintenant connectés grâce à une application mobile. Les courses peuvent être commandées 24 heures sur 24 et pour les clients, c'est un gain de temps. Illustration avec ce reportage de Yohan Boulard. En un simple clic, vous pouvez désormais commander votre taxi. 972 Taxi, une application propre à la Martinique réunissant une centaine d'artisans. Ça va et vous? Taxi numéro 8? Taxi numéro 8, super. Oui. Voilà. Vous êtes à l'heure? Nickel. Oui. Joseph exerce le métier depuis 7 ans. Cette application est pour lui un bond vers la modernité. C'est une manière de travailler, si vous voulez, de rentrer dans le 21e siècle, puisque les applications, c'est ce qui fonctionne maintenant. Tout le monde a un smartphone, donc c'est possible de commander son taxi à partir de son smartphone, quel que soit là où on se trouve maintenant sur l'île, on peut commander un taxi H24. Téléchargeable gratuitement depuis le Play Store d'Android ou l'Apple Store, l'innovation fait l'unanimité dans la profession. Pour moi, ça va faire un bon bagage, mais rien n'est jamais trop tard. On est venu ici pour prendre des idées, des informations et pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse faire la même chose en Guadeloupe, profiter de l'avancée de ce qui se fait en Martinique. Une avancée insufflée par Pascal, artisan taxi depuis 18 ans. Lors d'un voyage à Toulon, il fait appel à un taxi alors équipé d'un système similaire. L'idée est claire, fédérer la profession autour du 972 Taxi pour avancer et faire face à l'avenir, main dans la main. Regrouper tout le monde, c'est-à-dire les trois syndicats, les regrouper tous, les adhérents, et expliquer qu'aujourd'hui, par rapport à la concurrence qui s'installait, l'arrivée des VTC, de tous les concurrents du transport, il fallait quand même une certaine organisation. Aujourd'hui, je suis satisfait, surtout quand on voit la présence des taxis de la Guadeloupe aussi, pour cette journée. Voilà, ça montre une certaine envie. Et puis bon, vous savez, la jeunesse, hein, elle est efficace et puis elle est volontaire, quoi. Donc on se met à la page de la numérisation et puis voilà. L'outil numérique au service du transport, le système permet de limiter l'intervention humaine. Objectif, réduire le temps d'attente du client, mais aussi répartir les courses plus équitablement. On veut éviter que les collègues puissent se dire oui, celui-là il a eu le bénéfice d'être connu ou d'être ami avec le gestionnaire des courses. Non, ça se passe par appareil, ce sont des serveurs qui définissent les courses. Automatiquement le taxi qui est le plus près de la course qui répond sur la course, parce que c'est juste par localisation GPS. Depuis 2003, 150 nouveaux artisans ont intégré la profession pour porter leur nombre à 480 en 2017. Également dans l'actualité, la première journée mondiale des pauvres instituée par le pape François ce matin à Fort-de-France et au presbytère du Lamentin. Un repas a été offert aux plus démunis, une action menée par quelques bénévoles. Écoutez ces réactions recueillies par Yohan Boulard. De la vie, il y a ceux qui donnent le départ à tout, la nourriture, se nourrir, tout ça.
Alors, lorsque les gens regardent les gens qui sont en difficulté, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour eux? Parce qu'ils peuvent aller raisonner. Déjà, le CDD commence par le défense. Donc, pour moi, c'est une bonne initiative. Et que cela continue. Et bien que ma maman ne m'a pas appris comment de la manger. Hein. Ça, c'est sûr. Mais je reconnais que ça aide beaucoup. On l'a mélangé, tout le monde l'a mis en point. Et puis, la grâce de Dieu, il va aider nous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je vous dis que c'est la journée mondiale des SDF, des sans-abri, des démunis. Alors le papa a instauré ça et moi de mon côté, je vais leur offrir un petit repas. Pour toi personnellement, parce que c'est toi qui es là. Combien de dessert tu veux? On a préparé une bonne soupe, ensuite du couscous, avec de la semoule et de la viande de bœuf pour ceux qui ne mangent pas le poulet et l'agneau. Et nous avons préparé de l'idiam et des patates douces. Ça vient du bon Dieu. C'est lui qui a voulu, il m'a mise comme ça et je donne. Parce que j'aurais pu être moi-même dans le cas. Pour éviter qu'ils ne souffrent trop, je leur donne un peu. Et ça leur met un peu de gaieté dans leur cœur. Parce que quand je les rencontre, ils me demandent, Madame, vous n'avez rien pour nous aujourd'hui. Je leur dis, mais ça viendra. Et puis ce rassemblement familial à Rivière-Salée, une cousinade a réuni 150 membres de la famille Moriol, le fruit d'une recherche généalogique et de plusieurs jours d'organisation. J'ai appris certains liens de parenté que je ne connaissais pas. En fait, dans notre quartier, il y a beaucoup de liens de parenté et c'est vrai que souvent on ignore et on ne sait pas qui est de notre famille, alors que par exemple notre voisin peut être notre cousin sans qu'on le sache. Et c'est toujours bien de savoir qui est de sa famille. En fait. Nous avons fait un premier rassemblement en 2014, c'est en novembre 2014, ça s'est passé à Sainte-Anne. Nous sommes à ce moment-là connus parce qu'on ne se connaissait pas. Et à partir de cela, nous avons eu l'idée de préparer une arbre généalogique. Donc nous sommes à la 2e édition. Donc nous avons fait des recherches et à partir de là, nous avons découvert en gros qui était vraiment notre famille à l'époque de l'esclavage. Donc c'est une famille qui est arrivée en Martinique des années 1600, donc 1125-1135. Ils se sont mis dans le centre-sud de la Martinique, au quartier Franc-Maçon. Donc il y a eu la famille Moriol, mais il y a aussi la famille Félicité. Donc c'est une famille monarque, dont le titre honoraire Feu. On a trouvé des actes de naissance, actes de baptême, actes de mariage, actes de décès, les alliés de la famille, ce qui fait que dans l'arbre généalogique que nous sommes en train de préparer, nous avons, ceux qui sont présents ont pu retrouver le nom de leur ancêtre. Restez avec nous à suivre dans votre journal La Culture, avec notamment la pastorale des artistes. La 5e édition est prévue mercredi prochain. Nous recevrons la chanteuse Orlane et Olivier Cypria Copette, l'aumônier de la manifestation. Et puis Noël approche, comme chaque dimanche, une ambiance de chanter Noël ce soir avec un groupe constitué autour de la bande à bijoux. Ils seront une douzaine sur la scène du Grand Carbet pour la 5e édition de la Pastorale des artistes. On va en parler, je vous le disais, avec nos invités ce soir. Orlane, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes accompagné d'Olivier Cypria Copette. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'aumônier de la manifestation. Alors, avant de parler de cet événement qui est, je le disais, à la 5e édition, tout de suite, on va voir un extrait des répétitions. Voilà pour les avant-goûts. Orlane, vous êtes la marraine de cette manifestation. Quelle est la couleur musicale qui sera proposée ?
Alors, en fait, toutes les couleurs. C'est-à-dire, la musique ne connaît pas de frontières. Et là, ce n'est pas parce qu'on va louer Dieu qu'on va limiter vraiment toute la création artistique qu'on peut avoir ici en Martinique. Donc, il y aura du zouk. Ah oui, il y aura tout. Tout, des compositions originales, des chansons qu'on connaît aussi. Ça sera vraiment un show, quoi. Ça sera vraiment un spectacle en tant que tel. On va s'habiller, se maquiller, faire des entrées, des sorties de scène. Et vraiment, chacun va proposer ce qu'il a pour partager sa foi avec tous ceux qui vont venir ce soir-là. Alors justement, partager sa foi, est-ce que pour un artiste, est-ce que c'est important et comment le travail de collaboration s'est effectué? Il faut savoir qu'il n'y a pas que des chanteurs, mais il y a aussi d'autres artistes, notamment, qui ont participé à la décoration de la scène. En tout cas, je parle pour moi, oui, c'est important de le dire. C'est important, surtout arriver à un certain niveau dans ce métier, au bout d'une certaine expérience, c'est important, oui, de mettre des mots sur ce qu'on ressent au plus profond de soi et de le partager avec les autres. Cette foi en Dieu, la confiance en Dieu. Je crois que vraiment pour faire ce métier, perdurer dans ce métier, en ce qui me concerne, c'est absolument indispensable. Donc voilà, ne serait-ce que témoigner auprès des autres et leur dire voilà, je suis là aussi parce que j'ai la foi en Dieu. Et puis voilà, les artistes, il y en a beaucoup en Martinique. Il y a certes des chanteurs, des musiciens, des choristes, mais il y a aussi des plasticiens, des décorateurs, des peintres, des sculpteurs, des conteurs, des gens du théâtre. Alors Olivier Cyprien Copette, vous êtes l'aumônier, je le disais tout à l'heure, vous êtes à l'origine de cette manifestation qui a un petit peu évolué au fil du temps. Elle s'appelle Pastorale des artistes d'ailleurs depuis seulement quelques années. Oui, alors anciennement elle s'appelait Comité Tous Ensemble pour la gloire de Dieu. Et ce n'est qu'à l'arrivée de Monseigneur David Macaire qu'il m'a nommé aumônier de la pastorale, qui dépend du diocèse maintenant. Voilà. Alors, on voit assez régulièrement Monseigneur Macaire notamment utiliser des modes pour pouvoir propager la bonne parole, notamment la musique. Est-ce que c'est important aujourd'hui de pouvoir s'adresser aux fidèles, mais aux autres aussi à travers la musique? Oui, parce que pour moi, l'artiste, c'est celui qui peut réveiller les consciences, qui peut interpeller les gens, qui peut aussi amener les gens à réfléchir sur eux-mêmes, aussi à voir les difficultés qui se passent dans le pays et dans le monde aussi. Et ça passe par la musique, ça passe par l'art, la sculpture et la peinture, le plasticien aussi. Voilà. D'ailleurs, vous avez été sensible à la cause notamment des familles et des prisonniers de la prison de Ducos, puisque cette année, une partie du bénéfice sera reversée à une association. Voilà, alors cette année, le concert est dédié à la MAFAD. La MAFAD, c'est une association qui s'occupe des prisonniers et des familles de prisonniers. Voilà. Merci beaucoup. Donc on rappelle ce rendez-vous, c'est mercredi prochain sur la scène du Grand Carbet avec une douzaine d'artistes dans Orlane pour un grand événement, la Pastorale des artistes. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Plus que 35 jours avant le réveillon de Noël et chaque dimanche dans ce journal, nous vous proposons une ambiance de chanter Noël. Ce soir, le groupe Noël, ils étaient hier soir à Fort-de-France. Le reportage de Camille Joseph et de Philippe Olivier. Avec ses comparses Edgar Laronné, Muriel Martinez et les autres, Henri-Jacques-Édouard, alias Bijou, totalise plusieurs décennies de cantiques au sein de près d'une dizaine de groupes de Martinique. Aujourd'hui, ils mutualisent leur expérience afin de faire différemment, ou plutôt revenir à l'essence même du cantique traditionnel. Le cantique qu'on fait, que le peuple veut, et ça va toujours exister. Mais nous, notamment moi, j'ai décidé de faire un cantique un petit peu plus traditionnel pour sauvegarder le patrimoine. On est retourné aux sources où on chante Noël et on met nos ritournelles à la fin des cantiques. Ce groupe-là ne fait pas de podium du tout. On ira chez l'habitant et on va faire les comités d'entreprise. Et justement, ce soir, c'est au quartier La Ferme à Redoute que le groupe a rendez-vous. C'est ma famille, quoi. Ma famille et puis les amis musiciens. Hein? Donc, il n'y a pas de protocole, c'est nous, quoi.
sont réunis pour les oreilles mais aussi les papilles. Pendant un mois, la bande à bijoux va sillonner les mornes et les fonds et distiller son mariage réussi entre cantiques traditionnels et instruments modernes. Voilà, et rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode d'une ambiance de Noël. Tout de suite, on passe au sport. Le sport, et on commence avec du taekwondo. Ce week-end à Paris se déroulaient les Open internationales de Paris au stade Pierre de Coubertin. L'occasion de rencontrer Laurigan et Liveston Laurigan, deux Guyanais qui ont participé à la compétition et qui visent notamment les prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Le reportage d'Alvin Coursier. Liveston n'a que 17 ans et il vient à peine de passer dans la catégorie des seniors. Mais le jeune Guyanais ne se laisse pas abattre et croit en ses chances. Je suis plutôt l'outsider parce que c'est tout nouveau pour moi de la catégorie des seniors. Avant j'étais junior et là on va dire qu'il y a déjà des têtes de liste et mon objectif c'est de faire ma place en fait. Quant à sa sœur, âgée de 21 ans et championne d'Europe, la situation est un peu différente. J'appréhende un peu vu que je sors un peu de blessure, donc je vais essayer de donner le maximum et que la médaille soit au bout. Après l'échauffement, il est temps de passer aux choses sérieuses. Alors que Liveston remporte son premier combat, Laurigan, elle aussi, entame le début du tournoi avec une victoire sans appel. Et attaque. Je suis tombée sur une ceinture rouge, donc la ceinture on sait que ça ne veut rien dire, mais dès le premier round j'ai vu qu'elle était quand même en dessous. D'habitude je ne vais pas trop fort, mais mon coach a exigé quand même que je finisse en 2 rounds le combat. Allez, Laurigan! Si le frère et la sœur en sont à ce niveau de compétition, c'est aussi grâce au soutien de leur maman. Pour pouvoir l'accompagner encore dans ses projets sportifs et scolaires, il a fallu que je vienne. Et en même temps pour Liveston, qui était très proche de sa sœur, pour qu'il puisse aussi s'identifier à sa sœur et aussi continuer dans la même lancée. C'est en quart de finale que les choses se compliquent. Alors que Laurigan est éliminé avec les honneurs, Liveston, lui, passe à 2 doigts de la qualification. Éliminé dans la dernière manche de 2 points seulement et face au vice-champion du monde, c'est de bon augure pour la suite. Ça me motive énormément parce que je me dis que, comme je l'ai dit encore, c'était pas n'importe qui et j'ai quand même réussi à le tenir tête. Du coup, la suite, je pense que ça va bien se passer. En attendant les championnats d'Europe en décembre, la famille Célin a de quoi se remotiver et croire en leur chance de qualification pour les JO de Tokyo en 2020. Affaire à suivre. On poursuit avec du handball avec la défaite de l'Arsenal face au Robert hier soir en Supercoupe. Un match serré, le résumé signé José Lechertier. L'étoile de Morne-à-l'Eau a su tenir tête aux Robertines. Elle gagne la Supercoupe sur le score de 20-18. Dès l'entame de la rencontre, les Guadeloupéennes affichent clairement leurs ambitions en inscrivant le premier but. L'Arsenal réplique dans la foulée. Score de parité après 3 minutes de jeu. Si les Robertines se montrent plus agressives, les Guadeloupéennes n'en démordent pas. Elles ripostent et devancent l'Arsenal d'une courte tête. Les échanges se multiplient de part et d'autre. Les filles de Pascal tentent de prendre l'avantage, mais rien n'y fait. À la pause, le score est de 12-10 en faveur de l'étoile de Morne-à-l'Eau. Au retour des vestiaires, le match gagne en intensité. Les deux formations se rendent coup pour coup, mais l'avantage reste du côté de la Guadeloupe. D'un but, l'écart passe à 5. Dans les dernières minutes de jeu, sursaut d'orgueil de l'Arsenal, elles dominent leur adversaire et réduisent l'écart à 2 buts. Insuffisant face à une équipe venue prendre sa revanche, l'étoile de Morne-à-l'Eau remporte la Supercoupe. Si on défendait bien, on gagnait le match. Et c'était le plus important pour moi et surtout pour le groupe. On savait qu'en termes d'intensité physique sur ce match, il fallait énormément courir. Donc on a préparé ce match de cette façon. On a aussi travaillé sur les lacunes d'Arsenal. On a été suffisant.
Je ne sais pas si on a mal ou bien géré, mais on était à côté du jeu. Donc l'enjeu a pris la place sous le jeu et mes filles n'étaient pas vraiment à l'endroit pour jouer ce soir. Je ne peux pas l'expliquer ce soir, mais ce qu'on peut dire, c'est que l'adversaire était meilleur que nous ce soir. L'Étoile de Morne-à-l'Eau a remporté l'édition 2009. Elle compte 9 participations à son actif et succède à l'Intrépide, vainqueur de la 21e édition. Chez les hommes, victoire logique de la Jeunesse Trois-Rivières, 47-24 face à Sainte-Anne Cap 110. Voilà pour le handball, on passe au reste de l'actualité sportive de ce week-end avec José Le Chertier. En football hier soir, une rencontre a clôturé cette 8e journée de Régional 1. Le Golden Lion s'était posé sur le score de 4-1 face au Golden Star. Au classement général, le club franciscain est en tête, le club colonial est second à 1 point du leader, le New Star est 3e. Dans les profondeurs du classement, nous retrouvons le Good Luck, l'Émulation et la JS Eucalyptus. En basket, la 5e journée du championnat s'est poursuivie hier soir. Chez les femmes, l'Aigle Noir était opposé au SC Lamantinois, un match âprement disputé. 56 secondes avant la fin de la rencontre, une coupure de courant a profité aux joueuses du Lamentin, tenues en échec jusque-là par les Gros Mornaises. Égalité parfaite à la fin du temps réglementaire, l'issue du match s'est jouée dans les prolongations. Le SC Lamantinois s'est imposé sur le score de 35-33. Dans les autres rencontres, notons la victoire du Golden Star et de la Gauloise. Chez les hommes, le SC Lamantinois a essuyé une défaite à domicile, 78-58. C'est le score de cette rencontre en faveur de Lussac. Le Golden Lion de Saint-Joseph s'est imposé difficilement face au Wax, 59-50. Enfin, le Golden Star a confirmé son ticket face à l'Ice Black Star, 69-45. En volleyball, 2 matchs ont animé la soirée de samedi. Chez les hommes, victoire de l'Espoir de Saint-Clus face au Rayon, 3-7-0. Au féminin, l'Espoir de Saint-Clus s'est imposé face à l'Éclair de Rivière-Salée, 3-7-0. Ce matin, 2 rencontres ont refermé cette 6e journée. Victoire de l'Éveil face au Smash Club, 3-0. Et du Rayon face au Good Luck, 3-1. La saison de BBL a débuté ce matin par le traditionnel pagaie des Mapipi. Sur les 10 embarcations qualifiées, seuls 8 ont pris le départ. À l'issue des 3 manches, l'équipage Zapetti Lapalooza s'est montré plus régulier avec une première place dans la 2e manche et 2 fois 2e dans les manches 1 et 3. L'équipage franciscain remporte la pagaie des Mapipi 2017. Ouverture ce matin de la saison de Gommiers. La première journée du championnat a eu lieu à Lansalane, d'où 8 embarcations ont pris le départ. Pour rappel, l'équipage Pamosov SME, le champion sortant. Parmi les forces en présence, il faut compter sur Welcome de Saint-Clus qui a terminé second au championnat l'année précédente. Tissirez The Comeback compte bien tirer son épingle du jeu, suite à une année en demi-teinte. 2 embarcations surveillées du coin de l'œil, Grain d'Or des Trois-Îlets et Chabéan de Rivière-Pilote. À l'issue des 2 courses, c'est Chabéan de Rivière-Pilote qui s'impose, suivi de Welcome et de l'embarcation Mili. En judo, hier, Daniel Jean, dans la catégorie junior, a obtenu la médaille de bronze au championnat de France première division. Une performance jamais réalisée par un Martiniquais au niveau national. Voilà pour le sport, on referme cette édition avec ce planning du don du son. En information pratique, demain vous avez rendez-vous au lycée de Bellevue entre 8h et 13h avec toute l'équipe de l'EFS donc pour faire votre don du sang. Avant de se quitter, je vous rappelle les principales informations développées dans ce journal. Le golfe des Trois-Îlets, laissé à l'abandon, c'est le sentiment des golfeurs que nous avons rencontrés. Ils déplorent le manque d'entretien du practice. La CTM promet des réparations au plus vite. Le tourisme à Fort-de-France, les croisiéristes s'ennuient. Le dimanche, aucune activité est prévue. Certains ont dû aller aux Trois-Îlets pour se restaurer. Commander un taxi via une application mobile, c'est maintenant possible en Martinique. 972 Taxi a été lancé ce matin par les professionnels. Nous l'avons testé pour vue, c'est plus de rapidité, notamment pour les clients. Et puis on vient de le voir en sport, en handball avec la Supercoupe. Hier soir, l'Arsenal du Robert s'est incliné face à Morne-à-l'Eau lors d'un match très serré. À suivre l'information nationale avec nos confrères de BFM TV. Juste après la météo présentée par Roxane. Demain, vous retrouverez Sabrina Doré pour votre tranche info. Merci de votre fidélité.